19 mars 1945, 23h47, quartier général de la 3e armée américaine, Luxembourg, le général George S. Patton est assis seul dans son bureau. Devant lui, son carnet de notes relié en cuir. Au dehors, la guerre fait toujours rage, mais à cet instant précis, le plus célèbre des généraux américains est en train d'écrire quelque chose qui restera secret. Pendant 56 longues années, sa main tremble légèrement, tandis qu'il couche ses mots sur le papier. Les tactiques allemandes sont brillantes. Si nos hommes étaient aussi bien formés et commandés, nous aurions déjà gagné en 1943. Patton repose le stylo. Il sait que ces mots ne doivent jamais être rendus publics. Il ruinerait sa carrière, anéantirait l'opinion publique américaine, minerait le moral des troupes. Mais il les écrit malgré tout, parce qu'ils sont vrais. Cet extrait de son carnet de notes fut partiellement censuré. Lors de sa publication en 1974, la version intégrale, non censurée, ne fut rendue publique qu'en 2001. Ce que le général Patton consigna pendant les mois de juillet 1944 à avril 1945 révèle une vérité troublante. Le commandant allié le plus agressif, le plus sûr de lui, admirait la façon de combattre de son ennemi, plus que celle de sa propre armée. George S. Patton n'était pas un général ordinaire. Né en 1885, il étudia à West Point non seulement l'art de la guerre, mais aussi l'histoire des grands chefs militaires, Alexandre le Grand, Napoléon, von Moltke. Il croyait en la réincarnation. Il était persuadé d'avoir été, autrefois, un légionnaire romain, un guerrier carthaginois, un cavalier napoléonien. Cette obsession pour l'histoire de l'art de la guerre fit de lui le meilleur analyste tactique de l'armée américaine. En 1944, après le débarquement en Normandie, Patton commandait la 3e armée américaine, 480 000 hommes, 12 divisions, l'unité alliée la plus rapide et la plus agressive en Europe. Entre août et décembre 1944, l'armée de Patton perça le front allemand, France, Lorraine, jusqu'à la frontière de l'Allemagne. La presse américaine le célébrait comme un héros, le vieux dur à cuire, le général invincible. Mais ce que les journaux ignoraient, c'est que Patton, chaque soir, étudiait les rapports de combat de ses adversaires allemands, analysait leurs mouvements, leurs tactiques, leurs décisions, et ce qu'il découvrit ébranla sa propre image. De commandant américain supérieur, 7 août 1944, 19h30. Quartier général de Patton, Néou, France. Le colonel Paul Harkins entre dans le bureau. Il tient à la main un plan d'opération allemand, récupéré sur un Panzerkampfwagen 4 détruit. Mon général, nos services de renseignement ont trouvé ce document. C'est... Harkins hésite. Mon général, vous devriez lire ça vous-même. Patton prend le document. C'est un ordre tactique de la 2e Panzer Division, daté du 5 août 1944. Nom de code, Lüttich. Patton lit. Ses yeux s'écarquillent. Il relit, puis repose le document. Lentement. Colonel, c'est... Patton cherche ses mots. C'est le plan d'attaque le plus parfait que j'ai jamais vu. Le plan d'opération Lüttich décrivait une contre-attaque allemande contre les positions américaines près de Mortain. 140 chars, 4 divisions. Objectif: percer le front américain, reprendre Avranches, couper les armées alliées en Bretagne. L'attaque avait échoué. La supériorité aérienne américaine avait détruit les chars allemands. Mais là n'était pas la question. Patton analysa le plan lui-même. La planification opérationnelle allemande était impeccable. Les Allemands, avec des ressources minimales, avaient planifié une attaque qui, théoriquement, aurait pu faire s'effondrer tout le front allié. La coordination entre les chars, l'artillerie, l'infanterie était parfaitement synchronisée. Le calendrier,
précis à la minute près. Les options alternatives, pour chaque réaction alliée possible, avaient été minutieusement étudiées. La brillance spécifique résidait dans des détails que Patton reconnut immédiatement. Les Allemands attaquèrent à 02 heures du matin, quand la reconnaissance aérienne alliée était impossible. Ils utilisèrent le brouillard dans la vallée de Mortain comme couverture. Leurs colonnes de chars suivirent des itinéraires calculés avec précision qui évitaient les points de repérage de l'artillerie alliée. Chaque unité de chars avait 3 itinéraires de repli prévus à l'avance. Chaque unité connaissait la position des unités voisines, sans communication radio. L'opération entière était conçue de telle sorte que, même en cas de panne de communication, chaque unité saurait quoi faire. C'était de l'art opérationnel, au plus haut niveau, avec des ressources ridiculement limitées. Ce soir-là, Patton écrivit la première entrée critique dans son journal sur la tactique allemande. L'opération Lüttich montre que les Allemands, avec 1/10 de nos ressources, atteignent une brillance opérationnelle que nous ne pouvons même pas approcher, malgré notre supériorité matérielle. Février 1943, Afrique du Nord, col de Kasserine. Patton y avait été. Il avait été témoin du désastre de la première division blindée américaine contre l'Africa Korps de Rommel, 6500 pertes américaines, 300 chars détruits, une défaite totale. L'explication officielle américaine: troupes inexpérimentées, manque de formation, mauvais équipement. Mais Patton connaissait la vérité. Le problème n'était pas les soldats, le problème était la tactique. Les commandants de chars allemands, en Afrique du Nord, opéraient selon une doctrine appelée Auftragstaktik, tactique de type mission. Chaque commandant, du général au lieutenant, recevait un objectif opérationnel, mais pas la méthode exacte pour l'atteindre. Cela permettait aux unités allemandes de réagir au changement. Sur le champ de bataille, en temps réel. Initiative personnelle. Adaptation flexible, prise de décision décentralisée. L'armée américaine opérait selon Befehls Taktik, tactique de type commandement, ordre détaillé venant d'en haut. Chaque étape, planifiée à l'avance, modification. Seulement après consultation des niveaux de commandement supérieurs, cela rendait les unités américaines lentes, inflexibles, prévisibles. À Kasserine Pass, les commandants de chars allemands avaient anticipé les mouvements américains et coordonné des contre-attaques en temps réel. Les Américains mirent des heures à réagir au changement, les Allemands, quelques minutes. Un exemple concret illustre la différence. Le 14 février 1943, 16h30, un éclaireur blindé allemand découvrit une brèche dans la ligne américaine, près de Sidi Bouzid. Le major Gerhard Müller, commandant d'une compagnie de chars, décida en 8 minutes, attaque à travers la brèche. Il n'avait pas besoin d'autorisation, pas de consultation. Sa mission était de percer la ligne américaine. La méthode était sa décision. À 16h47, 14 chars allemands attaquèrent à travers la brèche. À 17h20, ils avaient écrasé les positions d'artillerie américaines et détruit 34 canons. Une situation comparable chez les troupes américaines. 15 février, 11h15, le capitaine James Bradley découvre un flanc allemand faible. Il appelle son commandant de bataillon. Le commandant de bataillon doit demander au commandant de régiment. Le commandant du régiment consulte le commandant de division à 14h30, soit 3h15 plus tard. L'autorisation d'attaquer arrive. La vulnérabilité allemande est depuis longtemps renforcée. L'attaque échoue. Cette paralysie structurelle a coûté des milliers de vies au col de Kasserine. Après Kasserine, Patton avait écrit des rapports au général Eisenhower, au ministère de la Guerre. Nous devons adapter l'Auftragstaktik allemande
ou nous continuerons à combattre avec les mains liées. Les rapports furent ignorés. L'armée américaine ne changea pas sa doctrine, et Patton vit ses soldats continuer à combattre avec des tactiques dépassées, contre un ennemi qui compensait la supériorité opérationnelle par un meilleur commandement. 16 décembre 1944, 05h30, Ardennes, Belgique. Les armées allemandes lancent leur dernière grande offensive à l'ouest. 3 armées, 30 divisions, 400 000 soldats, 1400 chars et chasseurs de chars, les lignes américaines s'effondrent. En 48 heures, les Allemands ont percé sur 90 km de front. Des divisions américaines sont encerclées, brisées, anéanties. Patton reçoit l'ordre de faire pivoter la 3e armée américaine vers le nord et d'arrêter les assaillants allemands. Une opération qui nécessiterait normalement des semaines de planification. Patton le fait en 48 heures. Mais pendant qu'il organise la contre-offensive, il étudie les mouvements allemands et il reconnaît quelque chose qui le fait frissonner. L'offensive des Ardennes était stratégiquement désespérée. Les Allemands n'avaient aucune chance d'atteindre Anvers. Ils n'avaient pas d'essence pour une longue campagne, pas d'aviation, pas de réserve. Mais tactiquement, l'opération était un chef-d'œuvre. Les Allemands avaient déplacé 30 divisions dans un secret absolu. Le renseignement allié n'avait rien remarqué. L'effet de surprise était total. La route d'attaque à travers les Ardennes évitait les fortes fortifications américaines. Les conditions météorologiques neutralisaient la supériorité aérienne alliée. La direction de l'attaque séparait les armées américaines et britanniques. Patton analysa la logistique allemande. Il n'avait stocké de l'essence que pour 150 km d'avance. Mais il prévoyait de capturer des dépôts d'essence alliés et de continuer ainsi. Un pari, mais conçu avec une brillance opérationnelle. La 6e SS Panzer Armée, sous le commandement de Sepp Dietrich, devait former l'axe principal de l'attaque. La 5e Panzer Armée, sous le commandement de Hasso von Manteuffel, protégeait le flanc. La 7e armée, sous le commandement d'Erich Brandenberger, protégeait le flanc sud. 3 armées, opérant de manière totalement indépendante, mais parfaitement synchronisée. Pas d'ordre central détaillé, seulement des objectifs clairs et une confiance dans les commandants. L'exécution était impeccable. Des groupements tactiques allemands percèrent en 36 heures des lignes américaines, considérées comme impénétrables. La première SS Panzer Division atteignit en 48 heures des points que les planificateurs américains avaient estimés à 8 jours d'avance. Le 18 décembre 1944, Patton écrit dans son carnet de notes « Les commandants allemands font preuve d'une brillance opérationnelle qui devrait honte notre propre état-major. Ils se battent pour une cause perdue et créent malgré tout des chefs-d'œuvre de commandement tactique. » 23 décembre 1944. La 3e armée américaine de Patton pivote vers le nord. Mais Patton fait quelque chose d'inhabituel. Il ordonne à ses commandants de division d'opérer à la manière allemande. Avant la bataille, il rassemble ses généraux. Le brigadier général Herbert Thatcher se souvient des paroles de Patton. « Je vous donne l'objectif. Vous décidez comment l'atteindre. Je ne veux pas de questions, pas d'autorisation. Vous êtes des commandants, pas des robots. Battez-vous comme les Allemands, pas comme des bureaucrates. » L'effet est dramatique. La 4e division blindée, sous le commandement du général Hugues Gaffé, perce les lignes allemandes près d'Arlon en 11 heures. Normalement, l'opération aurait pris 3 jours. Pourquoi ? Parce que Gaffé pouvait réagir en temps réel aux positions défensives allemandes, sans avoir à attendre des ordres. Lorsque l'avant-garde de Gaffé rencontra une résistance allemande inattendue près de Martelange à 14h30, il fit immédiatement pivoter ses chars vers l'est et contourna la position. Pas d'appel au quartier général, pas d'autorisation. Il vit une opportunité et la saisit. À 18h45, il avait attaqué les défenseurs allemands par derrière, qui regardaient encore vers l'ouest,
où ils attendaient l'attaque américaine. La 26e division d'infanterie, sous le commandement du général Willard Paul, contourne les positions allemandes fortifiées et attaque les lignes de ravitaillement, une tactique qui ne figurait pas dans le plan initial. Mais ça marche. Paul identifia que la défense allemande autour de Wiltz était trop forte pour une attaque frontale. Alors, il ignora complètement Wiltz et marcha 15 km plus au nord. Il coupa les routes de ravitaillement. Après 72 heures, les défenseurs allemands de Wiltz capitulèrent par manque de munitions et de nourriture. Le 26 décembre, l'armée de Patton a percé le siège de Bastogne. Les lignes allemandes s'effondrent. Les reporters de guerre américains célèbrent Patton comme un génie. Le Time Magazine le qualifie de plus grand commandant tactique depuis Napoléon. Mais Patton lui-même connaît la vérité. Il n'a pas innové, il a copié. Le 28 décembre, il écrit « Aujourd'hui, nous avons gagné en adaptant les tactiques allemandes. C'est honteux. Nous devrions être les professeurs, pas les élèves. » Mars 1945, la 3e armée américaine se fraye un chemin à travers la Rhénanie. La Wehrmacht allemande s'effondre. Désertion, capitulation, chaos, mais même maintenant, dans l'agonie de la défaite, Patton observe comment les commandants allemands, avec des fragments d'unité, mènent de brillants combats retardateurs. Près de Coblence, une seule compagnie allemande, 120 soldats, arrête la 80e division d'infanterie américaine pendant 19 heures, pas par héroïsme, par perfection tactique. Le commandant allemand, le Hauptmann Friedrich Weber, avait 6 mitrailleuses et 2 canons anti-chars PAC-40. Il les positionna en demi-cercle, couvrant 3 itinéraires d'attaque américains. Chaque position avait des couloirs de tir et des voies de retraite précalculées. Weber plaça ses mitrailleuses MG-42 sur des hauteurs avec des champs de vision se chevauchant. Chaque MG couvrait la voie de retraite du MG voisin. Les 2 PAC-40 étaient positionnés de manière à pouvoir frapper les chars Sherman américains de profil. Là où le blindage était le plus faible, la première vague d'attaque américaine à 06h15 se heurta directement à un feu croisé préparé. En 4 minutes, 47 soldats américains étaient morts ou blessés. Les survivants se retirèrent. La deuxième vague, à 09h30, tenta une attaque de flanc, mais Weber avait prévu cet itinéraire. Une seule MG-42, cachée dans un clocher, stoppa l'attaque avec un tir en enfilade. À 11h, les Américains firent venir l'artillerie. Weber replia ses positions de 200 mètres, pour retomber à nouveau dans un tir préparé dès que l'infanterie américaine avançait. Il fallut 19 heures et l'appui de l'artillerie aux Américains pour vaincre 120 hommes. Lorsque le capitaine Weber fut finalement fait prisonnier, Patton l'interrogea personnellement. « Comment avez-vous pu arrêter toute une division avec seulement 120 hommes ?» demanda Patton. Weber répondit calmement. « Monsieur le général, j'ai fait ce que tout officier allemand aurait fait. J'ai utilisé le terrain. J'ai calculé vos mouvements probables. J'ai agi en fonction de la situation. Pas d'un plan. » Patton resta sans voix. Ce capitaine, de 4 grades inférieur à un général américain, pensait comme un commandant stratégique. Weber continua. « Monsieur le général, ma formation m'a appris à privilégier la situation par rapport à la doctrine. J'ai observé le terrain, j'ai compris vos possibilités d'attaque, j'ai positionné mes hommes en conséquence. Pas de plan compliqué, juste le terrain, les angles de tir, les itinéraires de repli. » Patton demanda. « Avez-vous dû demander la permission à vos supérieurs pour ces positions ?» Weber sourit avec lassitude. « Monsieur le général, mon supérieur m'a donné la mission. Tenir Coblence pendant 24 heures. La méthode était de mon ressort. » Le soir même, Patton écrivit le jugement le plus accablant sur sa propre armée. Les officiers allemands, du lieutenant au plus haut grade, font preuve d'une compétence opérationnelle que nos généraux n'atteignent pas. Notre supériorité matérielle masque le fait que nous sommes des amateurs tactiques face à des professionnels.
21 décembre 1945, Heidelberg, Allemagne. Le général Patton meurt des suites d'un accident de voiture. Officiellement un accident. Des théories du complot existent encore aujourd'hui. Son carnet de notes est saisi par l'armée américaine. Raison officielle, les papiers personnels doivent être examinés. En 1946, le colonel Harry Summers, un historien militaire, commença à analyser les carnets de notes. Ce qu'il découvrit alarma le Pentagone. Patton n'avait pas seulement écrit sur les tactiques allemandes. Il avait systématiquement documenté à quel point l'armée américaine était doctrinalement inférieure. Comment la supériorité matérielle masquait la faiblesse tactique. Comment la Wehrmacht, malgré sa défaite, avait la meilleure organisation de combat. Summers compta 127 entrées de carnets distinctes sur les tactiques allemandes. Des analyses détaillées de combats spécifiques, des comparaisons entre le commandement allemand et américain, des évaluations critiques de la doctrine américaine. Une entrée du 12 novembre 1944 est particulièrement explosive. Nos généraux gagnent des batailles en sacrifiant plus d'hommes et de matériel que l'ennemi ne peut en perdre. Ce n'est pas de l'art, c'est de la gestion d'abattoir. Une autre, datée du 3 février 1945. Si la Wehrmacht était équipée des ressources américaines, elle ne contrôlerait pas seulement l'Europe. Elle dominerait le monde. Dieu merci, il n'avait pas de pétrole. Summers rédigea un rapport. Ces documents, s'ils étaient publiés, changeraient fondamentalement la perception publique de la guerre. Le Pentagone décida, classifié, durée 30 ans. En 1974, lors de la première déclassification, les passages les plus critiques furent noircis. Des mots comme « supériorité allemande » et « notre incompétence tactique » furent effacés. L'historien Dr. Martin Blumenson, qui édita la version de 1974, écrivit plus tard « J'ai reçu des instructions spécifiques pour supprimer tout passage décrivant les capacités tactiques allemandes comme supérieures. La justification, la sécurité nationale et le moral du public. » Ce n'est qu'en 2001, 56 ans après la mort de Patton, que les carnets de notes intégraux furent déclassifiés. Mais l'analyse de Patton allait encore plus loin. Il n'identifia pas seulement CE que les Allemands faisaient de mieux. Il comprit pourquoi. Le système militaire prussien qui façonna la Wehrmacht était basé sur 150 ans d'évolution tactique. Des batailles de Frédéric le Grand aux réformes après Iéna en 1806, en passant par la stratégie de von Moltke en 1870, les théoriciens militaires allemands avaient développé un système qui acceptait le chaos comme une constante. Clausewitz écrivit en 1832 « La guerre est le royaume de l'incertitude. Les 3/4 des facteurs sur lesquels repose l'action à la guerre se trouvent dans le brouillard d'une incertitude plus ou moins grande. » Cette philosophie façonna la formation militaire allemande. Les officiers n'étaient pas formés pour exécuter des plans. Ils étaient formés pour analyser des situations et prendre des décisions. La philosophie militaire américaine était basée sur l'efficacité et la standardisation, des principes industriels appliqués à la guerre. Cela fonctionnait pour la logistique et la production, mais pas pour les décisions tactiques. Patton reconnut cette différence philosophique fondamentale. Et il vit que la philosophie était plus importante que la technologie. Le 11 octobre 1944, il écrivit « Nous pensons qu'une bonne planification élimine le chaos. Les Allemands acceptent le chaos et le gèrent. C'est la différence entre des ingénieurs et des guerriers. » L'admiration de Patton pour les tactiques allemandes reposait sur des observations spécifiques. Voici les points documentés qu'il respectait le plus. 1. Auftragstaktik. Les commandants allemands opéraient avec des objectifs, pas des ordres détaillés. Cela permettait la flexibilité et l'initiative personnelle. Patton écrivit le 23 août 1944. Un capitaine allemand prend des décisions pour lesquelles nos colonels ont besoin d'un général. Ce n'est pas de l'autorité.
C'est la confiance dans la formation. 2. Doctrine du Schwerpunkt. Les attaques allemandes concentrèrent la force sur des points décisifs, au lieu de répartir les forces uniformément. La doctrine américaine privilégiait les larges attaques frontales. La théorie exerçait une pression uniforme partout. La doctrine allemande concentrait les forces en un point, perçait la ligne, puis enroulait les flancs. Patton nota, le 5 septembre 1944, « Les Allemands percent avec un marteau. Nous essayons de pousser tout le mur en même temps. Leur méthode est plus efficace. » 3. Structure de commandement décentralisée. Les lieutenants allemands prenaient des décisions pour lesquelles les officiers américains avaient besoin d'un général. Un exemple du 14 octobre 1944, une unité de reconnaissance allemande sous le commandement du lieutenant Hans Schröder découvrit une faiblesse dans les lignes américaines près de Metz. Schröder n'appela pas son commandant. Il attaqua immédiatement avec 40 hommes, s'empara d'un pont, le tint pendant 12 heures jusqu'à l'arrivée des renforts. Patton écrivit « Un lieutenant allemand fait preuve de plus d'initiative que nos commandants de bataillon, pas parce qu'il est plus courageux, parce que sa formation le lui permet. » 4. Vitesse opérationnelle. Les unités de chars allemands se déplaçaient 40% plus vite que les américaines, car chaque commandant pouvait réagir instantanément. Patton analysa systématiquement les vitesses de déplacement. Les divisions de panzer allemandes traversaient 80 km en 10 heures, combat inclus. Les divisions américaines mettaient 16 heures pour la même distance, sans combat. La différence. Les commandants allemands décidaient sur le terrain des itinéraires, des pauses et de la tactique. Les commandants américains attendaient des ordres, SINK, les systèmes d'armes intégrés, les panzers allemands, l'artillerie. Et l'infanterie opérait comme une unité synchronisée, pas comme des composantes séparées. Les Kampfgruppen allemands combinaient panzer, panzergrenadiers, artillerie et pionniers en équipe flexible. Chaque élément soutenait les autres automatiquement. La doctrine américaine séparait les armes, les panzers attaquaient, ensuite l'infanterie, puis l'artillerie, séquentiellement, pas simultanément. Patton écrit le 7 mars 1945. Les Kampfgruppen allemands sont des organismes. Chaque partie fonctionne avec les autres, instinctivement. Nos unités sont des machines. Chaque partie attend les ordres de l'opérateur. Patton reconnut, ces tactiques n'étaient pas le résultat d'une meilleure technologie. Elles étaient le résultat d'une meilleure formation et d'une supériorité philosophique dans la conduite de la guerre. Les Allemands acceptaient que la guerre est chaotique. Alors, ils entraînaient leurs officiers à gérer le chaos. Les Américains essayaient d'éliminer le chaos par une planification détaillée, ce qui est impossible. Le 19 mars 1945. Patton écrit le passage le plus célèbre de son carnet de notes. « Les tactiques allemandes sont brillantes. Si nos hommes étaient aussi bien formés et dirigés, nous aurions déjà gagné en 1943. Mais nous gagnons quand même, parce que nous avons 5 fois plus de panzers. Pas parce que nous combattons 5 fois mieux. » Ces mots furent complètement censurés lors de la première publication en 1974. La vérité que Patton reconnut était d'une simplicité déconcertante. Les Alliés ne gagnèrent pas la guerre grâce à des tactiques supérieures. Ils gagnèrent grâce à des ressources matérielles époustouflantes. En 1944, l'Amérique produisit 17 565 panzers. L'Allemagne produisit 9 161 panzers. L'Amérique en avait plus du double. En 1944, l'Amérique produisit 74 000 avions militaires. L'Allemagne produisit 25 285 avions. L'Amérique en avait le triple. En 1944, l'Amérique produisit 258 millions de tonnes d'acier. L'Allemagne produisit 28 millions de tonnes. L'Amérique en avait 9 fois plus. Patton comprit. Avec de telles différences de ressources, l'Amérique devait gagner.
La question était seulement combien de vies cela coûterait. Et il vit qu'une meilleure tactique sauverait des vies. La tactique allemande n'était pas moralement supérieure, elle était technologiquement supérieure, et c'était la leçon qui devait être apprise. Cette histoire n'est pas seulement une curiosité historique, c'est une leçon sur le professionnalisme, qui transcende les limites de l'idéologie. Patton haïssait les nazis, mais il respectait la conduite de la guerre allemande. Ce sont deux choses différentes. L'historien militaire moderne, le docteur James Corum, écrit en 2018. Patton comprit ce que beaucoup ne veulent pas comprendre. La Wehrmacht était une organisation criminelle au service d'un régime maléfique, mais tactiquement, ils étaient excellents. Accepter ces deux faits simultanément est une maturité intellectuelle. Il est possible de respecter la compétence tactique d'une armée tout en rejetant l'idéologie qu'elle servait. La reconnaissance professionnelle ne signifie pas une approbation morale. Les généraux allemands d'après-guerre respectaient la capacité de production américaine. Ils admiraient comment l'Amérique construisit une armée de presque 0 à 12 millions de soldats en 4 ans. Ils reconnurent la brillance logistique américaine. Cette reconnaissance professionnelle mutuelle est normale dans les milieux militaires. Elle n'est perturbante que pour les extérieurs. Après la guerre, d'anciens adversaires se rencontrèrent lors de conférences militaires en 1956. L'ancien chef d'état-major de Patton, le général Hobart Gay, parla avec le général Hasso von Manteuffel à West Point. Gay demanda « Si nous avions eu de meilleures tactiques, combien de temps la guerre aurait-elle duré ?» Von Manteuffel répondit « Général, avec votre production et les tactiques allemandes, la guerre aurait été finie en 1943. Mais avec les ressources allemandes et les tactiques américaines, nous aurions capitulé en 1942. » C'est une honnêteté brutale entre professionnels. En 1952, l'US Army War College organisa un symposium avec d'anciens généraux allemands. Thème: le commandement opérationnel pendant la Seconde Guerre mondiale. 23 généraux allemands participèrent, 47 généraux américains. Écoutèrent le général Heinz Guderian, le créateur de la tactique des panzers allemands, fit une présentation sur la doctrine du Schwerpunkt. À la fin, les généraux américains se levèrent et applaudirent. Un participant, le général Bruce Clark, écrivit plus tard « Nous n'applaudissions pas l'homme, nous applaudissions la doctrine. C'est la différence que beaucoup ne comprennent pas. Si l'histoire de Patton vous met mal à l'aise, c'est normal. Les guerres ne sont pas toujours gagnées par les meilleurs. Souvent, c'est celui qui a le plus de ressources qui gagne. Que s'est-il passé après 1945 ? L'armée américaine a appris, lentement, à contre-cœur. Mais elle a appris. Dans les années 1950, les académies militaires américaines adaptèrent l'Auftragstactik allemande. Le concept fut renommé Mission Command, commandement de mission au lieu de commandement détaillé. En 1982, l'US Army publia le Field Manual 105. Opération. Il révolutionna la doctrine américaine. La nouvelle philosophie était explicitement basée sur l'Auftragstactik allemande. Le général Don Astari, l'auteur principal, écrivit « Nous avons étudié les tactiques de la Wehrmacht de 1939 à 1945. Nous avons reconnu que leurs méthodes étaient supérieures aux nôtres. Alors, nous les avons adaptées. L'OTAN adopta les doctrines tactiques allemandes, le pacte de Varsovie aussi. Les généraux soviétiques étudièrent après la guerre les documents militaires allemands capturés. Le maréchal Georgi Zhukov écrivit dans ses mémoires « L'art opératif allemand était la meilleure chose que j'ai jamais vue. » La guerre moderne dans le monde entier est basée sur des principes que la Wehrmacht avait développés. Les carnets de notes de Patton devinrent une lecture obligatoire à West Point. Pas à cause de ses victoires,
à cause de son honnêteté sur la supériorité allemande. En 2001, lorsque les carnets de notes complets furent publiés, les historiens militaires analysèrent le contenu. Le professeur Harold Winton de la School of Advanced Military Studies écrivit « Patton documenta systématiquement comment l'US Army gagna la guerre malgré son infériorité tactique. Cette leçon est plus pertinente que n'importe quelle histoire de victoire. Pourquoi ? Parce qu'elle montre que la supériorité matérielle compense la faiblesse tactique, mais seulement jusqu'à un certain point. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak, les forces américaines opérèrent selon des principes que Patton avait appris de la conduite de la guerre allemande. Structure de commandement décentralisée, Auftrags tactique, concentration du Schwerpunkt. La 3e division d'infanterie américaine traversa 640 km en 19 jours, plus rapidement que n'importe quelle unité américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que les commandants de division prenaient des décisions sur le terrain, sans attendre des ordres. C'était l'héritage de Patton, pas ses victoires, sa volonté d'apprendre de l'ennemi. Aujourd'hui, les entrées du carnet de notes du général George S. Patton sont étudiées dans les cours de leadership opérationnel à travers le monde. Américains, Allemands, Britanniques, Russes, tous tirent des leçons de l'honnêteté de Patton. La leçon la plus importante. La supériorité matérielle compense la faiblesse tactique, mais seulement jusqu'à un certain point. Si l'Allemagne avait eu en 1944 les ressources des États-Unis, leur industrie pétrolière, leur production d'acier, leur population, la guerre aurait pris une tournure différente. Ce n'est pas une spéculation, c'est la conclusion analytique de Patton. Mais les guerres se gagnent avec les ressources que l'on a, pas celles que l'on souhaite avoir. Et la brillance tactique allemande n'a pas pu surmonter la puissance industrielle américaine. Patton le comprenait, et il respectait suffisamment ses ennemis pour reconnaître leurs compétences. Une admiration surprenante. Dans sa dernière entrée de carnet de notes, écrite le 8 décembre 1945, juste un jour avant son accident mortel, Patton écrit « Je me suis battu contre les Allemands, je les ai respectés. J'aimerais que plus de généraux aient l'humilité d'accepter que l'ennemi est parfois un meilleur professeur que sa propre arrogance. » Ces mots n'ont été publiés qu'en 2001, 56 ans après sa mort. Une révélation posthume. La vérité peut être dérangeante, mais elle reste la vérité. Une vérité dérangeante. Le général George S. Patton, le commandant allié le plus agressif de la Seconde Guerre mondiale, avouait en privé que les tactiques et l'art de la guerre allemand étaient supérieurs. Il a eu le courage d'écrire cette vérité, même en sachant qu'elle resterait secrète pendant des décennies, un secret bien gardé. C'est cette reconnaissance honnête et professionnelle entre ennemis qui est restée classifiée pendant 56 ans. Une reconnaissance incroyable. Patton est décédé le 21 décembre 1945. Ses derniers mots à son médecin traitant furent « La guerre est finie, mais les leçons sont immortelles. Enseignez la vérité, pas la propagande. » Ces mots n'ont jamais été cités officiellement, jusqu'à ce qu'un historien militaire les retrouve en 2008 dans les archives du Walter Reed Army Medical Center. Une découverte inestimable. La vérité demeure, même si elle a été cachée pendant 56 ans. Une vérité impérissable. Et maintenant, vous savez pourquoi? Une vérité enfin révélée.